Et salut, je te propose de continuer cette petite série hors série consacrée à la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie. Et je te propose aujourd'hui l'épisode numéro 4 consacré à Miché Chaudron. Genève, 1652, une ville pieuse, disciplinée, surveillée. Ici, le diable n'est jamais loin, et parfois, il prend le visage d'une femme ordinaire. Cette femme s'appelle Miché Chaudron. Accusée de sorcellerie, jugée, condamnée. Mais derrière cette histoire se cache une vérité bien plus dérangeante. Est-elle vraiment une sorcière ou simplement une victime de son époque ? Miché Chaudron n'est ni une enchanteresse, ni une figure obscure. C'est une femme du peuple, vivant à Genève. Une femme comme tant d'autres. Mais au XVIIe siècle, cela suffit pour devenir suspecte. À cette époque, la peur est partout. La maladie, la mort, les mauvaises récoltes. Tout ce qui ne s'explique pas s'attribue au diable. Au début de la Renaissance, après avoir fait la chasse aux hérésies religieuses pendant la période médiévale, l'Église et les pouvoirs en place en Europe se trouvent de nouveaux ennemis pour mettre au pas les territoires des Alpes au Rhin. Depuis l'Antiquité, magie et sorcellerie cohabitent avec les croyances religieuses dans le quotidien du peuple. Mais avec l'émergence de la réforme protestante, dans un contexte de disette et de fléaux épidémiques, les choses changent. Les pratiques magiques sont désormais interprétées comme des signes de connivence avec le diable et sont punies de mort. Les femmes sont les principales victimes de cette époque, de procès iniques et de bûchers, alors que, paradoxalement, émerge un humanisme qui conduira au siècle des Lumières. La genevoise Miché Chaudron, condamnée et exécutée en 1652, fut l'une des dernières à périr sur le bûcher. Presque 4 siècles plus tard, la figure honnie de la sorcière est devenue une icône féministe, le symbole de libération face à la domination masculine. Tout commence par des rumeurs, des regards, des murmures. Un enfant tombe malade, une voisine accuse. Et très vite, un nom circule, Miché Chaudron. Dans une société où la peur domine, il suffit d'une étincelle pour allumer un bûcher. Une 50aine de pages noircies d'une écriture de clerc, voilà tout ce qu'il reste de Miché Chaudron. Ses cendres ont été dispersées aux 4 vents dans le ciel de Genève le 6 avril 1652. Elle formait une poussière légère et libre comme le printemps, succédant à l'épais nuage noir qui avait assombri la ville quand le corps sans vie de la cinquantenaire avait été embrasé devant la foule, au son du Tosquin, sur la place du Plein Palais. Ces 50 pages sont tout ce que nous possédons, mais c'est déjà beaucoup, car presque toujours, les actes des procès des sorcières et des sorciers étaient eux aussi jetés au bûcher et le nom de condamnés rayé des registres civils. Le manuscrit est donc là pour nous rappeler que la chasse aux sorcières n'a rien d'une légende. Elle a bel et bien sévi du XVe siècle au XVIIe siècle, dans la petite ville-État de Genève, mais aussi dans une grande partie de l'Europe. Le dossier judiciaire qui porte le titre de procédure criminelle 3465 contre Miché Chaudron est jalousement gardé aux archives d'État de la capitale suisse. Bien caché
Dans un coffre-fort, il n'est accessible qu'au terme d'une procédure secrète et même piégé. Il y côtoie quelques pages célèbres de correspondance entre Rousseau et Voltaire. Que nous révèlent ces pages? En premier lieu, que les procès en sorcellerie n'octroyaient pas aux accusés le droit d'être défendus. À défaut d'un avocat, c'est donc la parole des accusations et elle seule qui est consignée. C'est ce que révèle l'historien suisse Michel Porret, qui a pu étudier dans le détail le dossier criminel de Miché Chaudron. Elle montre également que, contrairement aux idées reçues, c'est au cours de la Renaissance et non du Moyen-Âge que la chasse a fait rage. Jusque-là, la religion chrétienne et la magie cohabitaient pleinement. La première offrait une promesse d'un au-delà. La seconde, tournée vers le présent, était centrée sur l'agir ici-bas et proposait des objectifs concrets pour résoudre les problèmes comme la maladie ou la mauvaise fortune. La Renaissance, que les historiens ont célébrée, celle de l'imprimerie, des débuts de l'humanisme et de l'apogée de l'art italien, est aussi celle de procès iniques. Celui de la présumée sorcière genevoise est raconté dans le détail avec un dossier structuré en 3 parties. Questions et réponses du procès, rapports médicaux et enfin aveu de Miché Chaudron. Aveu non signé qui laisse penser qu'elle était analphabète. Le procès est l'un des derniers de l'ultime vague d'exécution qu'a connue l'Europe. La plus féroce entre 1560 et 1660. La première vague entre 1420 et 1440 avait débuté dans le duché de Savoie. Le mécanisme est déjà en marche. Les autorités interviennent, l'Église observe, on interroge, on insiste, on pousse à l'aveu, car à cette époque, une vérité s'impose. Si vous êtes accusé, c'est que vous êtes coupable. Les preuves, secondaires. Ce que l'on cherche, ce sont des signes du diable. Miché Chaudron est né en 1602 ou 1603, est âgée d'une 50aine d'années lors de son procès. Elle n'a pas de visage, aucune description physique ne figure à son dossier. On sait d'elle qu'elle est d'origine savoyarde et qu'adolescente, elle a immigré à Genève pour y devenir servante. Peu éduquée, mais de bonne constitution, elle résiste à plusieurs disettes et à la peste. Par ailleurs, au vu des relations charnelles qu'elle entretient hors de son mariage avec un ouvrier agricole, ses mœurs semblent assez libres. Cette liberté lui vaut une première condamnation et un bannissement pour paillardise. Elle revient une seconde fois à Genève où elle perd son mari, victime de la peste. Veuve et sans ressources, elle devient blanchisseuse et se fait progressivement une réputation de guérisseuse. Devenue familière des maisons de son quartier, elle lave le linge sale des habitants, un travail qui lui permet d'entrer dans leur intimité et de bien les connaître. Elle prodigue ses soins aux femmes et à leurs familles, essentiellement des soupes et des tisanes dont elle a certainement acquis les techniques de préparation de manière empirique. On vient la consulter et elle concocte des remèdes pour soulager tout type de maux, inflammation ou blessure. Elle prépare notamment une soupe blanche, très simple, composée de gros sel, de farine, de pain et de fèves, au pouvoir certainement très nutritif. Elle est alors réputée pour pouvoir intercéder contre le mal et certains lui prêtent même le pouvoir de toucher le corps des lépreux. Miché Chaudron, en tant que matrone influente, semble ne pas avoir échappé au commérage d'usage dans les maisonnées de son quartier. On sait qu'un jour, elle est accusée d'avoir dérobé un chandelier. L'objet est retrouvé.
Mais la guérisseuse se trouve très vite marginalisée et perd le goût de guérir, refusant ses soupes et potions au voisinage. Son sort bascule quand un groupe de 8 femmes l'accuse d'être une sorcière, de s'être livrée au diable et d'avoir bâillé le mal à 2 jeunes filles dont l'une serait possédée par le démon. Elle est arrêtée un beau matin et menée devant un juge. La rumeur enfle dans la ville. Voilà plus de 2 décennies, 26 ans exactement, que les procès en sorcellerie se sont arrêtés. On les croyait tombés dans l'oubli. Miché Chaudron nie tout au premier interrogatoire. Elle est cependant longuement questionnée. Le juge ne mentionne qu'à la marge les querelles de voisinage et les disputes au sujet de la magie qui sont à l'origine de la dénonciation. Il préfère se focaliser sur les possibles pratiques démoniaques de l'accusé. Il veut savoir si la vieille femme est allée au sabbat. Ces supposées assemblées nocturnes et démoniaques que les femmes jeteuses de sorts et si le diable l'a marqué. Pour juger du commerce démoniaque de l'accusé, le magistrat peut s'appuyer sur un riche corpus théorique ancien qui s'est déployé à partir de 1484. Cette année-là, une bulle du pape Innocent VIII, intitulée Summis Desiderantes Affectibus, désireux d'ardeur suprême, criminalise la magie et ceux qui s'y adonnent. Elle établit une base juridique et spirituelle pour la chasse aux sorcières qui va s'ouvrir. Quelques années plus tard, en 1487, 2 inquisiteurs allemands, Henri Institoris et Jacques Sprenger, publient en latin le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Véritable traité sur les sorciers, les sorcières et leurs maléfices. Partout en Europe, les pratiquants de ce qui est considéré comme de la magie, devins, guérisseurs ou sages-femmes confondus sont dénoncés. Accusés de menacer l'équilibre de la société, ils sont d'abord jugés par des tribunaux ecclésiastiques, très vite remplacés par des tribunaux royaux et seigneuriaux. Les démonologues rédigent des traités d'une violence inouïe contre les femmes, même si elles ne sont pas seules à pratiquer la magie. Tout est bon pour les mettre au banc des accusés. Âge, veuvage, célibat, connaissance de médecine traditionnelle. On les imagine libres, sans contrôle masculin, se rendre à des sabbats en enfourchant leurs balais. Et s'adonner à des danses obscènes et à des copulations avec les démons. De multiples exemplaires du marteau des sorcières, plus de 30 fois rédigés jusqu'en 1669, sont aujourd'hui conservés en Europe. Les historiens estiment à plus de 30 000 le nombre d'exemplaires ayant circulé pendant près de 2 siècles. Édité en version poche, il servait aux démonologues en voyage quand ils enquêtaient sur des accusations de sorcellerie. Il répond aux questions que ces derniers se posaient jusqu'à l'obsession. Comment les sorcières savent-elles enlever aux hommes le membre viril ? Comment les sorcières se transportent-elles d'un lieu à l'autre ? En quoi sont-elles nocives ? Il propose également des exemples concrets et de grands principes pour guider les inquisiteurs. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, parmi les sorciers, il y avait plus de femmes que d'hommes. En conséquence, on appelle cette hérésie non des sorciers, mais des sorcières, car le nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut, qui jusqu'à présent préserve le sexe mâle d'un tel fléau. Ou encore, les sorcières sur l'instruction du diable font
un onguent avec le corps des enfants, surtout de ceux tués par elles-mêmes avant le baptême. Elles enduisent de cet onguent une chair ou un morceau de bois. Aussitôt, elles s'élèvent dans les airs, soit de jour, soit de nuit. Selon l'ouvrage Le marteau des sorcières, la sorcellerie est un complot démoniaque pour détruire la chrétienté. Le diable s'appuie sur les femmes faibles en les séduisant pour les corrompre et s'unir charnellement avec elles. Et voilà capable alors de rendre un homme impuissant, de rendre une femme stérile, de changer les humains en loups-garous et même de déclencher des épidémies de peste ou de lèpre et des cataclysmes. Un pouvoir de nuisance immense qu'il faut combattre sans relâche. À la Renaissance comme au Moyen-Âge, les médecins sont concentrés dans les villes. Dans les campagnes, c'est donc aux guérisseuses que la population fait appel. Les démonologues s'attaquent directement à ces figures centrales de la vie de ces villages. Utiliser la magie, avoir un don, est considéré comme un crime. Pourtant, il s'agit souvent du seul recours en cas de maladie. L'usage des plantes médicinales est alors très répandu, comme celui, plus occulte, des filtres et des envoûtements, sans oublier le pouvoir des sages-femmes exercées entre toutes qui assistent les parturientes. Les démonologues les accusent de leur enfoncer des aiguilles dans le cerveau pour les tuer et les offrir aux démons. Voilà de quoi nourrir les procès et justifier les condamnations, celles de Miché Chaudron comprises. Le verdict tombe. Sans surprise, Miché Chaudron est reconnu coupable de sorcellerie. Le sort est scellé. En 1652, elle est condamnée à mort. Le feu purifiera son âme, dit-on, mais en réalité, il efface surtout une vie innocente. À Genève, le juge qui interroge la veuve blanchisseuse n'obtient pas d'aveu de commerce avec le diable. Il décide donc d'ordonner une expertise. Pour cela, il s'appuie sur les bréviaires de démonologie qui dérivent les différentes marques que le malin peut laisser sur le corps des sorcières qui ont eu commerce avec lui. Il ordonne que le corps de Miché Chaudron soit dévêtu, rasé et scruté par des experts. L'inspection commence certainement par le pubis, qui est le plus souvent marqué, puis continue sur tout le corps. Les experts recherchent une zone d'insensibilité réputée prouver le passage du démon. L'exploration de l'anatomie de l'accusé par les maîtres chirurgiens est détaillée dans les actes de son procès. Michel Porret les a étudiés dans L'ombre du diable. Il en a révélé des commentaires. L'avons exactement visité par toutes les parties de son corps et ayant remarqué quelques marques sur icelle, lui avons bouché les yeux. Les hommes enfoncent ensuite, ça et là, dans le corps de la femme, des aiguilles d'argent. Il note un manque de réaction à un point précis. 3 doigts sous la mamelle droite, de la grandeur d'une lentille. Ils insistent et enfoncent encore plus profondément l'aiguille, sans, à leur dire, noter de réaction. Mais ils hésitent et évoquent la possibilité d'une maladie. Cependant, les juges ne l'entendent pas de cette oreille. Plutôt que de libérer Miché Chaudron, ils préfèrent convoquer d'autres experts, 2 chirurgiens âgés venus de Nyon et moins en proie au doute. Ces derniers reconnaissent formellement 2 marques.
Nul besoin alors pour la cour d'ordonner, comme cela arrive parfois, de jeter la femme à l'eau pour voir si elle flotte, signe de sorcellerie. Il ne reste plus qu'à faire avouer la présumée coupable. Le juge ordonne qu'on la mette à la torture. La vieille blanchisseuse passe à l'estrapade. Elle est suspendue au bout d'une corde, jetée dans le vide. Sous l'effet de la douleur, de ses os brisés et de la violence des 296 questions qu'on lui pose inlassablement, elle passe aux aveux. Elle reconnaît avoir vu et touché le malin et s'être donnée à lui. Le sort de Miché Chaudron aura été réglé en 28 jours, à peine au terme desquels elle est condamnée à mort. Elle a eu bien peu de chance. Elle, l'analphabète, jugée par un groupe de magistrats fort lettrés. L'histoire de Miché Chaudron n'est pas unique, mais elle marque quelque chose. Elle est l'une des dernières personnes exécutées pour sorcellerie à Genève, comme si, peu à peu, le monde commençait à ouvrir les yeux. La peur recule, la raison avance, lentement, trop lentement. Plus de 3 siècles après ce sinistre procès, les historiens ont du mal à se mettre d'accord sur le nombre de victimes européennes de la chasse aux sorcières. Ils s'accordent cependant, pour la plupart, sur une estimation entre 60 000 et 100 000 victimes, dont 80% de femmes réparties de manière très disparate selon les territoires. Ce que reflète ce phénomène, qui n'est pas uniquement européen, entre parenthèses, en 1693 en Amérique se déroule le célèbre procès des sorcières de Salem, fin de la parenthèse. C'est une séparation très nette entre la religion et la magie. Cette dernière est vouée aux gémonies par les pouvoirs spirituels installés. Pendant 2 siècles, les démonologues laissent libre cours à leurs fantasmes, ont imaginé des cérémonies démoniaques mettant en péril la religion du Christ. Dans leurs traités, qui ont la précision d'un reportage, alors qu'ils n'ont jamais assisté à de pareilles scènes, ils décrivent des rituels d'une perversité inouïe. Le diable y prend une place inédite, tapis partout, en chacun et surtout en chacune. La peur qu'il inspire devient un instrument utile pour culpabiliser les populations, peu armées contre ces récits puisque la majorité d'entre eux est analphabète. L'écrivaine Silvia Federici a décrit les grandes chasses aux sorcières comme des campagnes de terreur et de répression ayant accompagné la disciplinarisation des forces de travail. Des campagnes initiées par les pouvoirs royaux et religieux, brisant en particulier la potentielle résistance à la progression des rapports capitalistes. La sorcellerie est désormais considérée comme une forme populaire de magie. Une religion païenne et idolâtre, issue du monde rural. La chasse aux sorcières a sans doute représenté également un effet d'aubaine pour les règlements de comptes entre familles, entre voisins, entre rivaux. L'enjeu financier des biens et des terres saisies, revenant au pouvoir ou aux dénonciateurs, à chaque procès fut important. Le caractère singulier de l'affaire Miché Chaudron a offert à la pauvre blanchisseuse une postérité emblématique. Car malgré son funeste destin, la vieille femme a pourtant bénéficié d'un traitement particulier. Même s'il s'est soldé par une condamnation à mort, son procès a tout de même été marqué par une forme de scepticisme médico-légal quand les premiers experts refusèrent de se prononcer sur de quelconques marques du diable sur le corps de l'accusé. Est-ce un vague sentiment de culpabilité qui poussa les juges à accorder une modération de peine à celle qu'ils venaient de reconnaître comme une sorcière ?
Michel Chaudron demanda à être pendue avant d'être brûlée. Catholique, elle souhaitait garder des forces pour prier Dieu avant de mourir, rapporte la chronique. L'aménagement de sa peine lui fut accordé, ce qui constitua une décision sans précédent. Après Michel Chaudron, 70e sorcière brûlée à Genève, les bûchers s'éteignirent, annonçant une forme de désenchantement du monde et surtout menant à la décriminalisation de la sorcellerie qui allait caractériser l'époque moderne. En France, suite à l'affaire des poisons, scandale qui avait agité la cour du roi Soleil et impliqué son ancienne maîtresse, la comtesse de Montespan, une ordonnance royale rédigée en 1682 par Colbert et signée par Louis XIV mit fin aux poursuites contre les sorciers, devins et autres magiciens. Ces derniers ne constituèrent plus qu'une vaine profession pratiquant l'abus de confiance. 1000 fois revisitée depuis la mort de Michel Chaudron, la figure de la sorcière a connu bien des métamorphoses. Créature repoussoire, elle s'est trouvée réhabilitée à l'époque romantique par des artistes et des écrivains comme Jules Michelet qui l'ont redessinée d'une verve pleine de compassion et d'héroïsme. Au XIXe siècle, dans son roman éponyme, Michelet fait de la sorcière l'emblème du peuple, écrasé par un pouvoir absolutiste pour son savoir séculaire et sa connaissance de la nature. À la fin du XXe siècle, après avoir hanté les contes sous forme de personnages ambivalents, effrayants mais porteurs de connaissances, la sorcière devient une icône pour les mouvements féministes. Les femmes qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie, leur corps, leur fertilité, défilent sous des banderoles qui défient le patriarcat. Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour. Nous sommes les petites filles de celles que vous n'avez pas réussi à brûler. Revendiquée par une génération de féministes, Michel Chaudron, et avec elle toutes les femmes qui ont été condamnées, sortent des oubliettes pour dire la puissance invaincue des femmes. Concept que l'essayiste française Mona Chollet explore dans un best-seller édité en 2018. La sorcière est désormais à la fois la victime absolue celle pour qui on réclame justice et la rebelle obstinée, insaisissable. Du XVe au XVIIe siècle, sorcière était une accusation qui pouvait coûter la vie. Aujourd'hui, c'est une revendication sociétale. À l'inverse, des pratiques occultes d'envoûtement qui ne se sont pas éteintes et continuent à prospérer dans toute l'Europe ne revendiquent pas ce mot, préférant se protéger derrière l'anonymat. C'est Voltaire qui, en 1766, a tiré Michel Chaudron de l'oubli. Il fait de la blanchisseuse genevoise qu'il nomme Michel Chaudron un symbole de l'intolérance religieuse. Les tribunaux chrétiens ont condamné à la mort plus de 100 000 prétendus sorciers. Si on joint à ces massacres juridiques le nombre infiniment supérieur d'hérétiques immolés, cette partie du monde ne paraîtra qu'un vaste échafaud couvert de bourreaux et de victimes entourées de juges, de sbires et de spectateurs. Commentaire sur le livre des délits et des peines. En 2001, un nouveau procès de Michel Chaudron s'est tenu dans le canton de Genève, à Chêne-Bougerie.
Elle a été déclarée innocente. Depuis 1997, une rue de la capitale suisse porte son nom. Alors non, Miché Chaudron n'était probablement pas une sorcière. Elle était autre chose, une victime. Une victime de la peur, de l'ignorance et du fanatisme. Mais son histoire nous rappelle une chose essentielle. Quand la peur prend le dessus, la vérité brûle avec les innocents. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour découvrir les prochains épisodes de la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie. Parce que derrière chaque légende se cache une vérité. Je tiens à remercier chaleureusement tous les nouveaux abonnés. Merci, merci mille fois. Je sais qu'on est peu nombreux. Je sais que je ne suis pas très régulière dans la publication de mes contenus. Sache que, comme je l'ai déjà de nombreuses fois expliqué, je suis souvent prise dans mon quotidien. Là, dernièrement, j'ai été engagée dans un projet citoyen concernant les municipales. Donc, ce qui m'a pris pas mal de temps et d'énergie. De plus, je suis actuellement en train d'entreprendre une reconversion professionnelle, ce qui me demande beaucoup de temps. Et bien voilà, sur ce, je te dis à très vite. Ciao!